Mon mari me trompait avec sa maîtresse dans mon lit. Alors je me suis cachée dans le placard et j'ai fait quelque chose qui les a fait pleurer. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer. Votre opinion est très importante et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Votre aide est très précieuse. Le jeudi après-midi avait commencé comme n'importe quel autre. Je rentrais du marché, les sacs lourds à la main, comme je le faisais depuis 42 ans de mariage. Mes jambes de 68 ans se plaignaient du poids, mais j'étais habituée. Bernard continuait de dormir sur le canapé du salon, comme il le faisait depuis quelques mois après avoir perdu son travail. Il disait qu'il était fatigué de chercher du travail, mais je savais qu'il passait ses matinées à regarder la télévision et ses après-midi je ne sais où. J'ai rangé les courses dans la cuisine, préparé un café frais et je suis montée me changer. C'était mon rituel quotidien. Enlever mes vêtements de ville, mettre quelque chose de plus confortable, peigner mes cheveux gris qui insistaient à se rebeller. Quand je suis arrivée dans le couloir du premier étage, j'ai entendu des voix venant de ma chambre, des voix basses, des chuchotements, des rires étouffés. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Qui pouvait bien être là-haut? Bernard ne recevait jamais de visite dans la chambre. Je me suis approchée lentement, mes pieds nus ne faisant aucun bruit sur le parquet froid. La porte était entr'ouverte, juste une fente, mais suffisante pour que je voie. Et c'est alors que mon monde s'est effondré. Mon mari était dans notre lit, le lit où nous avions dormi ensemble pendant des décennies, où nos enfants étaient nés, où je m'étais occupée, de lui quand il était malade. Mais il n'était pas seul. Une femme blonde, bien plus jeune, était allongée à ses côtés, les cheveux éparpillés sur mon oreiller brodé, celui que j'avais reçu de ma mère pour mon mariage. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait arraché tout l'air de mes poumons. Mes jambes ont tremblé, j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Pendant un instant, j'ai pensé que je rêvais, que cela ne pouvait pas être réel. Mais les rires bas, les chuchotements affectueux, l'intimité entre eux, tout était bien trop réel. Elle ne se doute de rien, j'ai entendu la voix de la femme, claire comme du cristal. Elle est trop naïve, la pauvre. Bernard a ri, ce rire que je connaissais si bien, qui avant me faisait sourire et maintenant me coupait comme une lame. Ginette a toujours été comme ça. Elle vit dans son monde, elle ne pense qu'à faire la cuisine et laver le linge. Et elle est moche, a continué la femme, sa voix chargée de mépris. Vieille, sans charme. Comment as-tu fait pour supporter toutes ces années? L'habitude, a-t-il répondu, passant sa main dans ses cheveux. Mais maintenant que je t'ai rencontrée, Chloé, je vois comme j'ai perdu du temps. Une femme comme toi mérite bien plus que des rendez-vous cachés. Chloé. Le nom a résonné dans ma tête comme un glas. Alors, elle avait un nom, une identité. Ce n'était pas seulement une ombre, un cauchemar, c'était une personne réelle qui était là, dans mon lit, parlant de moi, comme si j'étais une ordure. « Quand vas-tu lui dire ?» a demandé Chloé, se réajustant entre les draps que j'avais. Repassé moi-même ce matin. Je ne sais pas encore. C'est elle qui fait vivre la maison avec sa retraite, hein? Je ne peux pas simplement partir comme ça. Quelle situation compliquée, a-t-elle soupiré, devoir dépendre d'une vieille pour survivre. J'ai écouté, chaque mot comme des coups de poignard dans la poitrine. 42 ans de mariage, 3 enfants élevés, une vie entière dédiée à cet homme, et c'est ainsi qu'il parlait de moi. C'est ainsi qu'il me voyait. Une vieille qui faisait vivre la maison, rien de plus. Les mains tremblantes, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai commencé à enregistrer. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était un instinct. Peut-être parce qu'une partie de moi ne croyait toujours pas ce que je voyais et entendais. Les paroles cruelles sont restées enregistrées là, chaque rire méprisable, chaque commentaire humiliant. Bérangère a appelé plus tôt, a commenté Bernard soudainement, et mon sang s'est glacé en entendant le nom de ma plus jeune fille. Elle a dit que maman resterait chez Dulcinée plus tard aujourd'hui. Nous avons le temps. Bérangère savait. Ma propre fille savait pour la trahison et aidait à me la cacher. La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là était différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. C'était comme si chaque personne que j'aimais m'avait tiré dessus dans le dos, un par un. « Ta fille est adorable de nous aider », a dit Chloé, et j'ai pu entendre le sourire dans sa voix. Elle comprend que son père mérite d'être heureux. Oui, Bérangère a toujours été maligne. Elle sait qu'il ne sert à rien d'avoir pitié de sa mère. La vie est aux jeunes, hein?
Je me suis éloignée de la porte lentement, comme si je marchais sur un champ de mine. Chaque pas était calculé, prudent, parce que j'avais peur qu'il ne découvre que j'étais là. Je suis descendue les escaliers comme un fantôme, j'ai rangé mon téléphone portable dans la poche de mon tablier et je suis allée à la cuisine. Terminé de ranger les courses. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber le paquet de sucre par terre. Les petits grains se sont éparpillés sur le sol propre. Et je suis restée là, immobile, à regarder ce gâchis comme si c'était le symbole parfait de ma vie à ce moment-là. Tout s'effondrant, tout se transformant en poussière. Quand j'ai réussi à me ressaisir, j'ai nettoyé le sol et j'ai continué ma routine. Parce que c'était ce que je savais faire, continuer, même quand le monde s'effondrait. J'ai pris les ingrédients pour préparer le dîner, comme je le faisais toujours, mais mes mouvements étaient mécaniques, automatiques. 1 heure plus tard, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Bernard est descendu seul, les cheveux en bataille, la chemise froissée. Il m'a regardé dans la cuisine et a souri, ce sourire faux que je reconnaissais maintenant. « Salut, ma chérie », a-t-il dit, comme si de rien n'était. « Je dormais, ça sent bon, qu'est-ce que tu fais ?»« Un bœuf bourguignon », ai-je répondu, ma voix sortant étrange, plus rauque que d'habitude. « Ton préféré ?» Il s'est approché et m'a embrassé sur le front, comme il le faisait depuis des décennies. Mais maintenant, ce baiser me brûlait, comme du fer rouge. Ça sentait le parfum bon marché, la trahison, les mensonges. « Tu es un amour, Ginette », a-t-il murmuré. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » J'ai continué à remuer la casserole, faisant semblant que ces paroles signifiaient quelque chose. Mais à l'intérieur, une rage froide commençait à grandir. Ce n'était pas une rage explosive, criée. C'était quelque chose de glacial, calculé, qui se répandait dans ma poitrine comme du venin. « Bérengère a appelé ?» ai-je demandé nonchalamment, sondant le terrain. « Oui, elle a appelé. Elle a dit que tu étais passé la voir plus tôt. » Mensonge. Je n'étais pas allé. Chez Bérengère. Encore un mensonge dans la pile de mensonges que notre vie était devenue. Ah, oui, je lui ai apporté ce gâteau qu'elle aime. Ai-je menti aussi, entrant dans son jeu. Bernard a souri et est allé s'asseoir à la table de la cuisine. A pris le journal et a commencé à le feuilleter comme si c'était l'homme le plus honnête du monde. J'ai continué à cuisiner. Mais mon esprit travaillait à 1000 à l'heure. 42 ans. 42 ans de ma vie dédiés à un homme qui me voyait comme une vieille femme moche et inutile. 3 enfants que j'ai élevés avec amour, dont au moins un était de son côté dans cette trahison. Une maison que je maintenais avec ma retraite, pendant qu'il faisait semblant de chercher du travail. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je suis restée éveillée dans le lit à regarder le plafond. Bernard ronflait à mes côtés, tranquille, sans remords. De temps en temps, il touchait son téléphone portable et souriait à l'écran. Maintenant, je savais à qui il envoyait des messages. Je me suis levée lentement, j'ai pris mon téléphone portable et je suis allée à la cuisine. J'ai écouté l'enregistrement une fois de plus, chaque mot me blessant comme la première fois. Mais maintenant, au-delà de la douleur, il y avait autre chose. Une détermination que je ne savais pas que j'avais. S'ils pensaient que j'étais juste une vieille femme naïve, ils allèrent découvrir à quel point ils se trompaient. S'ils pensaient qu'ils pouvaient m'utiliser, m'humilier, me tromper dans ma propre maison, ils allaient apprendre une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai pris du papier et un stylo, et j'ai commencé à faire une liste. Une liste de tout ce que je devais découvrir, de toutes les preuves que je devais rassembler. Parce que s'il y avait une chose que mes 68 ans m'avaient apprise, c'était que la vérité finit toujours par éclater. Et quand elle éclaterait, elle leur ferait beaucoup plus mal qu'elle ne me faisait à ce moment-là. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le lever du soleil. Bernard dormait encore profondément à mes côtés, le bras jeté sur mon oreiller, comme il le faisait toujours. Avant, ce geste me donnait de la sécurité. Maintenant, il me donnait la nausée. Je me suis levée en silence, j'ai mis mon peignoir et je suis descendue à la cuisine. Je devais agir normalement, je ne pouvais pas le laisser se douter de quoi que ce soit. J'ai préparé le petit déjeuner comme tous les jours, des croissants frais, du beurre, de la confiture d'abricot maison, du café filtre préparé à la minute. La routine que je maintenais depuis des décennies, même avec le cœur brisé en morceaux.
Quand Bernard est descendu, tout était déjà prêt sur la table. Il m'a fait la bise, a pris le journal et a commencé à manger en silence. J'ai observé chacun de ses mouvements, chaque expression, comme si je voyais un étranger. « Aujourd'hui, je vais sortir plus tôt », a-t-il dit sans lever les yeux du journal. « J'ai un entretien d'embauche. » Mensonge. Je savais que c'était un mensonge, mais j'ai souri et j'ai répondu « C'est bien, mon chéri, bonne chance. » Après son départ, j'ai commencé mon enquête. Première étape, la chambre. J'ai fouillé chaque tiroir, chaque coin, à la recherche d'indices qui confirmeraient ce que je savais déjà. Dans la poche d'un pantalon sale, j'ai trouvé un papier froissé avec un numéro de téléphone et le nom Chloé écrit de sa main. Mon cœur s'est emballé. Là, il y avait la preuve physique de ce que j'avais vu. J'ai photographié le papier avec mon téléphone portable et je l'ai remis exactement où il était. Je ne pouvais pas laisser de traces de ma découverte. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé d'autres choses. Des reçus de motel, de restaurants, où je n'avais jamais mis les pieds, de cadeaux que je n'ai jamais reçus. Tout caché au fond de ces tiroirs, comme si j'étais aveugle et que je ne le découvrirais jamais. Le plus douloureux a été de trouver une photo d'elle. Chloé était vraiment belle, bien plus jeune que moi, une quarantaine d'années au maximum. Cheveux blonds, sourire parfait, corps jeune, tout ce que je n'étais plus. J'ai regardé ma propre image dans le miroir de la chambre et j'ai vu ce que Bernard voyait, une femme de 68 ans, cheveux gris, rides marquées par le temps, corps fatigué d'avoir tant travaillé. Mais après l'apitoiement initial, la colère est venue. Colère contre moi-même de m'être laissé emporter par ces pensées. J'avais élevé 3 enfants, entretenu une maison, travaillé à l'extérieur, pris soin de toute la famille pendant des décennies. Ma valeur ne se mesurait pas à mon apparence. J'ai gardé tout ce que j'avais photographié sur mon téléphone portable et je suis allé au salon. Je devais en savoir plus sur cette Chloé. J'ai pris le vieil annuaire téléphonique que je gardais dans le tiroir de la bibliothèque et j'ai commencé à appeler mes amis du quartier. Si elle vivait dans le coin, quelqu'un devait la connaître. « Allô, Yvette, c'est Ginette. Tu connais une certaine Chloé, blonde, une quarantaine d'années ?»« Chloé, il y a plusieurs Chloé dans le quartier, ma fille. Tu as le nom de famille ?» Je ne l'avais pas, mais j'ai continué à appeler. À Madame Dubois, à Martine, à Isabelle. Au 5e appel, avec ma commère Zélia, j'ai eu de la chance. Chloé blonde? Ça doit être Chloé Martin, qui habite rue des Lilas. Elle travaille au salon de coiffure d'Élodie. Pourquoi tu veux savoir? J'ai inventé une excuse quelconque sur le fait de vouloir prendre rendez-vous au salon, et j'ai raccroché. Rue des Lilas, je connaissais bien. C'était à 2 pas d'ici. Bernard n'avait même pas besoin d'aller loin pour me tromper. J'ai mis mes plus beaux vêtements, j'ai peigné mes cheveux et je suis sortie de chez moi. J'ai dit à la voisine que j'allais en centre-ville, au cas où quelqu'un demanderait. Mais en réalité, je suis allée directement rue des Lilas. Le salon d'Élodie était petit, avec 2 fauteuils et une forte odeur de produits chimiques. Je suis entrée en faisant semblant de vouloir faire mes ongles. Élodie elle-même m'a accueillie, une femme sympathique d'une 50aine d'années. « Chloé n'est pas là aujourd'hui », a-t-elle commenté quand j'ai demandé si elle pouvait s'occuper de moi. « Elle ne travaille que le mardi et le jeudi. Mais je peux te faire tes ongles, ça sera pareil. » Mardi et jeudi. Exactement les jours où Bernard disparaissait de la maison. Les pièces du puzzle s'emboîtaient parfaitement. J'ai accepté de faire mes ongles par Élodie et pendant la manucure, j'ai commencé à bavarder sur Chloé. J'ai découvert qu'elle était mariée à un certain Pascal, qui travaillait dans le bâtiment. Qu'elle habitait une petite maison jaune au bout de la rue, qu'elle était un peu bizarre, toujours avec des secrets, toujours en train de recevoir des appels qu'elle prenait loin des autres. « Le pauvre Pascal », a commenté Élodie en peignant mes ongles en rose clair. « Il travaille comme un forcené, et elle a toujours ses manies bizarres. Elle se pomponne trop pour aller travailler, tu vois. Et parfois, elle est absente sans prévenir. » Je suis sortie du salon avec les ongles faits et des informations précieuses. J'ai marché jusqu'au bout de la rue des Lilas et j'ai trouvé la petite maison jaune. Elle était simple, bien entretenue, avec un petit jardin devant. J'ai pensé à frapper à la porte, parler à ce Pascal, mais ce n'était pas encore le moment. Je suis rentrée chez moi et j'ai continué ma routine normale. J'ai préparé le déjeuner, nettoyé la maison, lavé le linge.
Quand Bernard est arrivé en fin d'après-midi, je lui ai demandé comment s'était passé l'entretien. « Ça n'a pas marché », a-t-il menti effrontément. « Mais demain, j'ai une autre opportunité. » Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, j'ai pris son téléphone portable. Je connaissais le code parce que je l'avais vu le taper des centaines de fois, notre date de mariage. L'ironie m'a laissé un goût amer dans la bouche. Les messages avec Chloé étaient tous là. Des mois de conversations intimes, de planification de rencontres, de déclarations d'amour qui m'ont coupé comme des rasoirs. Mais le pire était encore à venir. J'ai trouvé une conversation entre Bernard et Bérangère, ma propre fille. Elle l'aidait vraiment à cacher la trahison. Plus que cela, elle était payée pour se taire. « Papa, j'ai besoin de 200 € pour la carte », disait un de ses messages. « Je prends avec ta mère et je te les donne », répondait-il. « Mais tu sais que c'est pour garder le secret, hein ? » « Bien sûr, papa. Maman ne saura rien. » J'ai dû sortir du lit et aller à la salle de bain pour ne pas vomir. Ma propre fille était achetée avec mon argent pour me trahir. L'argent de ma retraite, pour lequel j'ai travaillé 35 ans pour l'obtenir, était utilisé pour financer la trahison de mon mari et la complicité de ma fille. Je suis retournée dans la chambre et j'ai continué à lire. Il y avait d'autres choses. Bernard racontait à Chloé des détails intimes de notre vie, se plaignait de moi, disait que j'étais ennuyeuse, que je ne savais plus être une femme, que je ne servais qu'à payer les factures. La vieille devient de plus en plus agaçante. Chaque jour, a-t-il écrit dans un message. Elle n'arrête pas de me demander où je vais, ce que je fais. Je n'en peux plus. Laisse-la, répondait Chloé. Bientôt, tu te débarrasseras de cette situation. Quand tu trouveras un bon travail, tu pourras demander le divorce. Oui, mais pour l'instant, j'ai besoin d'elle. Sans sa retraite, on ne peut pas entretenir la maison. Chaque mot était un coup de poignard. Il planifiait mon avenir comme si j'étais un objet, une chose qu'on utilise et qu'on jette ensuite. 42 ans de mariage réduits à une commodité financière. Mais alors, j'ai trouvé quelque chose qui a tout changé. Une conversation d'il y a 3 semaines, où Chloé racontait à Bernard qu'elle avait des problèmes dans son mariage, que son mari se doutait de quelque chose. « Pascal est bizarre », écrivait-elle. « Je crois qu'il se doute de quelque chose. Hier, il a demandé pourquoi je rentrais tard les jeudis. Et qu'est-ce que tu as dit ? Que je restais au salon pour ranger les affaires. Mais il n'a pas trop cru. « Il faut qu'on fasse plus attention », répondait Bernard. « Je ne peux pas. Te perdre maintenant. Voilà mon opportunité. » Si son mari se doutait déjà de quelque chose, je pouvais utiliser ça à mon avantage. Je devais connaître ce Pascal, lui parler. 2 personnes trompées valent mieux qu'une. J'ai remis le téléphone à sa place et je suis retournée au lit. Bernard continuait de ronfler, inconscient de l'orage qui se formait à ses côtés. Je suis restée là, à planifier chaque étape de ma vengeance. Le lendemain, vendredi, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai attendu que Bernard parte à sa fausse recherche d'emploi et je me suis de nouveau dirigée vers la rue des Lilas. Cette fois, je suis allée directement à la petite maison jaune. Pascal était dans le jardin, en train d'arroser les plantes. C'était un homme simple, brun, d'une 50aine d'années, avec les mains calleuses de quelqu'un qui travaille dur. Quand il m'a vu approcher, il s'est arrêté et a souri poliment. « Bonjour, madame », a-t-il dit. « Vous êtes bien Pascal ? » ?»« Oui, madame. En quoi puis-je vous aider ?» J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit les mots qui allaient tout changer. « J'ai besoin de vous parler de votre femme. C'est important. » Son sourire a disparu et j'ai vu dans ses yeux la même douleur que je portais dans ma poitrine. Il savait déjà. Au fond, il savait déjà tout. Pascal m'a invité à entrer chez lui, ses mains tremblant légèrement en ouvrant la porte. Le salon était simple, mais rangé avec soin. Des photos du couple souriant éparpillées sur les étagères. Des souvenirs de temps plus heureux qui semblaient maintenant un mensonge cruel. « Asseyez-vous, madame. »« Ginette, » ai-je répondu, m'installant sur le canapé en tissu fleuri. « Ginette Olive. » Il s'est assis dans le fauteuil en face, ses grandes mains posées sur ses genoux, attendant. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il savait que ce n'était pas de bonnes nouvelles. Il y avait une tristesse là que j'ai reconnue. Immédiatement, la même que je voyais dans le miroir tous les jours. « Monsieur Pascal » ai-je commencé lentement. « Vous vous doutez de quelque chose concernant votre femme ?»
Il a baissé la tête, a passé ses mains dans ses cheveux grisonnants. Je me doute de quelque chose depuis longtemps, Madame Ginette. Mais se douter et savoir, c'est différent, hein? J'ai pris mon téléphone portable et j'ai montré la première photo que j'avais prise. Chloé sortant d'un motel avec Bernard. J'ai vu le visage de Pascal se transformer, la couleur disparaissant de ses joues. « C'est mon mari », ai-je expliqué avec la voix étranglée. Bernard, marié depuis 42 ans. Pascal a regardé la photo pendant un long moment, puis s'est levé et est allé jusqu'à la fenêtre. Il est resté dos à moi, ses épaules tremblant légèrement. J'ai attendu en silence, sachant qu'il avait besoin de ce moment pour digérer ce qu'il était en train de voir. « Depuis combien de temps le savez-vous » a-t-il demandé sans se retourner. « J'ai découvert hier. Je les ai surpris dans mon propre lit. » Il s'est retourné alors, et j'ai vu des larmes couler sur son visage. « Dans votre lit ? Comment a-t-elle pu… » « Asseyez-vous, ai-je demandé, indiquant le canapé à côté de moi. « Nous allons parler calmement. » Dans les 2 heures qui ont suivi, nous nous sommes racontés nos soupçons, nos douleurs, nos peurs. Pascal m'a raconté que Chloé était différente depuis des mois, toujours trop bien habillée, toujours avec des excuses pour rentrer tard, toujours avec son téléphone portable collé à la main. Elle dit qu'elle travaille tard au salon. « De coiffure », a-t-il murmuré, essuyant ses yeux avec la manche de sa chemise. « Mais j'ai appelé là-bas quelquefois et Élodie m'a dit qu'elle était déjà partie. » « Ils se rencontrent les mardis et les jeudis, ai-je informé. Chez moi, pendant que je sors. »« Les mardis et les jeudis, a-t-il répété amèrement. Justement les jours où elle dit qu'elle a plus de clients. Je lui ai montré les messages que j'avais photographiés sur le téléphone de Bernard. Chaque conversation intime, chaque plan de rencontre, chaque parole cruelle sur nous deux. Pascal lisait en silence, son visage devenant de plus en plus fermé. « Regardez ici. » Ai-je pointé un message spécifique. Elle parle de vous. Elle dit que vous commencez à vous douter de quelque chose. Pascal est trop simple, il ne découvrira jamais rien, a-t-il lu à voix haute, l'amertume transparaissant dans chaque mot. Simple, 15 ans de mariage, et elle me traite de simple. Et regardez celui-ci, ai-je montré une autre conversation. Ils parlent de se débarrasser de nous deux dès qu'ils le pourront. Pascal a serré les poings, mais pas de colère explosive. C'était une colère maîtrisée, froide, comme la mienne. « Qu'est-ce qu'on va faire, Madame Ginette ? Nous allons… nous venger, ai-je répondu sans hésiter. Mais pas avec des disputes ou du scandale. Nous allons utiliser notre intelligence. Nous avons passé le reste de l'après-midi à planifier. Pascal m'a raconté que Chloé avait toujours voulu une vie meilleure, qu'elle se plaignait de leur maison simple, qu'elle rêvait de voyages et de vêtements chers qu'il ne pouvait pas se permettre. Maintenant, je comprenais pourquoi elle s'était intéressée à Bernard. Elle pensait qu'il avait de l'argent. « Elle ne sait pas que c'est vous qui faites vivre la maison ?» a-t-il demandé. D'après ce que j'ai entendu dans leur conversation, non. Bernard a dû mentir, se faisant passer pour quelqu'un de bien. Alors elle va avoir une surprise quand elle découvrira la vérité. Nous avons convenu que Pascal allait commencer à suivre Chloé discrètement, pendant que je continuerais à enquêter sur Bernard. Nous avions besoin de plus de preuves, de plus d'éléments, avant d'agir. « Il y a une chose que je dois vous dire », a dit Pascal, alors que j'étais sur le point de partir. Chloé parle de séparation. Elle dit qu'elle ne m'aime plus, qu'elle veut une vie différente. Bernard est également bizarre, plus froid, plus distant. Je pense qu'il prévoit d'officialiser leur relation. Pas si elle sait qu'il n'a pas d'argent. Pascal a souri pour la première fois, mais c'était un sourire amer. Ma femme a toujours été intéressée, Madame Ginette. Si elle découvre que votre mari est entretenu par vous, je parie qu'elle changera d'avis rapidement. Je suis rentrée chez moi, avec le cœur toujours serré. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Je n'étais plus seule dans ma douleur. J'avais un allié, quelqu'un qui comprenait exactement ce que je traversais. Bernard est arrivé en fin d'après-midi, comme toujours, avec ses mensonges sur sa recherche d'emploi. Mais maintenant, je prêtais attention à chaque détail. L'odeur de parfum différente sur ses vêtements, la façon dont il vérifiait constamment son téléphone portable, le sourire faux qu'il me donnait. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?»
a-t-il demandé, m'embrassant sur le front. Normal, ai-je répondu, continuant à éplucher des pommes de terre pour le dîner. Je suis allé faire mes ongles, j'ai bavardé avec les voisines. C'est bien, la maison était calme quand je suis arrivé. Menteur. Il n'était même pas arrivé maintenant. Il revenait probablement d'un rendez-vous avec Chloé. Pendant le dîner, j'ai observé chacun de ses mouvements. La façon dont il évitait mon regard, dont il mangeait distraitement, pensant à quelqu'un d'autre. 42 ans de vie commune me permettaient de lire chaque expression, chaque geste. Bernard, ai-je appelé quand nous avons fini de manger. Tu m'aimes ? La question l'a pris par surprise. Il a levé les yeux de son assiette, un peu effrayé. Bien sûr que je t'aime, Ginette. Pourquoi cette question ? Parfois, j'ai l'impression que tu es distant, différent. Des bêtises, a-t-il répondu, se levant de table. C'est ton imagination. Je vais regarder la télévision. Plus tard, quand il s'est endormi, j'ai repris son téléphone portable. Il y avait de nouveaux messages avec Chloé, prévoyant leur rencontre de mardi prochain. Mais il y avait aussi une conversation qui m'a glacé le sang. « Il faut que je te dise quelque chose », Bernard lui avait écrit. « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? Ce n'est pas moi qui fais vivre la maison, c'est ma femme avec sa retraite. » Il y a eu un intervalle de quelques heures avant la réponse de Chloé. « Comment ça ? Tu as dit que tu avais une entreprise, que tu gagnais bien ? » J'ai menti. Je suis au chômage depuis 2 ans. C'est Ginette qui paie tout. Bernard, ça change les choses. Pourquoi ? Tu as dit que tu m'aimais. Je t'aime, mais il faut qu'on repense nos projets. La conversation avait eu lieu ce matin. Maintenant, je comprenais pourquoi Bernard était étrange au dîner. Chloé reculait et il était désespéré. Dans le message suivant, il implorait « Chloé, ne m'abandonne pas maintenant. On va trouver une solution. Je peux convaincre Ginette de me donner l'argent de sa retraite. » Je ne sais pas, Bernard. C'est devenu très compliqué. S'il te plaît, ne renonce pas à moi. Tu es tout ce que j'ai. J'ai lu ces messages avec un mélange de satisfaction et de pitié. Satisfaction parce que je voyais son désespoir, parce que ses plans s'effondraient. Pitié parce que cet homme que j'ai aimé pendant des décennies s'était réduit à un menteur pathétique, implorant des miettes d'amour d'une femme intéressée. Le samedi matin, j'ai rencontré Pascal sur la place du quartier. Il avait suivi Chloé vendredi et avait des nouvelles. « Elle est allée au centre-ville », a-t-il raconté, s'asseyant sur le banc à côté de moi. Elle a retrouvé une amie et elles ont bavardé dans un café. J'ai réussi à m'asseoir près d'elle et à entendre une partie de la conversation. « Et alors ? Elle se plaignait de votre mari, Madame Ginette. Elle a dit qu'elle avait découvert que c'était un pauvre type qui vivait aux dépens de sa femme. Son amie a ri et a dit qu'elle avait toujours eu du flair pour choisir les hommes. Et quoi d'autre ? Son amie lui a demandé si elle allait tout quitter et elle a dit qu'elle réfléchissait encore, qu'elle essaierait peut-être de lui soutirer de l'argent avant de s'en aller. Maintenant, je comprenais le jeu. Chloé n'allait pas lâcher Bernard de gaieté de cœur. Elle allait essayer d'en tirer un avantage financier avant de disparaître. Et lui, désespéré de ne pas la perdre, serait capable de tout. « Pascal », ai-je dit en le regardant dans les yeux. « Je pense qu'il est temps d'agir. Ils vont se rencontrer mardi prochain, chez moi. Qu'est-ce que vous avez en tête ? Une surprise qu'ils n'oublieront jamais. Mais j'aurai besoin de votre aide. » Je lui ai expliqué mon plan. C'était risqué, mais si ça marchait, ce serait la fin de toute cette farce. Pascal a écouté en silence, et quand j'ai fini, il a souri, un sourire sincère cette fois. « Madame, Ginette, a-t-il dit, vous êtes bien plus maligne qu'il ne l'imagine. 42 ans de mariage m'ont appris beaucoup de choses, Pascal, y compris comment gérer les menteurs. Je suis rentré chez moi déterminé à tout mettre en œuvre. Mardi prochain, ils auraient la surprise de leur vie, et j'aurais enfin la justice que je méritais. Le lundi, veille du jour J, je me suis réveillé avec une sensation étrange dans l'estomac. Ce n'était pas de la peur, c'était un mélange de nervosité et d'excitation, comme un enfant qui attend Noël. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie maîtresse de la situation. Bernard était particulièrement attentionné au petit déjeuner, essayant probablement de me mettre de bonne humeur pour demain.
Il m'a appelé « mon amour » 3 fois et a même fait l'éloge du gâteau au maïs que j'avais fait dimanche. Demain, je vais partir plus tôt, a-t-il annoncé, comme si c'était une nouveauté. J'ai un entretien important dans une grande entreprise. C'est bien, ai-je répondu, lui servant plus de café. J'espère que ça va marcher. S'il savait ce que je préparais, il ne serait pas aussi tranquille. Quand Bernard est parti, j'ai appelé Pascal. Nous avions encore plusieurs détails à régler. « Allô Pascal, c'est Ginette. Tout est prêt pour demain ?» « Tout, Madame Ginette. J'ai posé un jour de congé. À quelle heure exactement ? 2 heures de l'après-midi. C'est toujours à cette heure-là qu'ils se rencontrent. Et Chloé ne se doute de rien ? Rien. Hier, elle a encore confirmé à Bernard qu'elle viendrait. D'après ce que j'ai vu dans les messages, elle est impatiente de discuter avec lui de l'heure à venir. Pascal a ri sans humour. Elle va bien avoir une conversation sur l'avenir, sauf que ce ne sera pas celle qu'elle attend. Après avoir raccroché, j'ai commencé à préparer la maison pour le grand jour. J'ai tout nettoyé avec plus de soin que d'habitude, j'ai rangé la chambre, j'ai changé les draps. Si ça devait être un spectacle, autant que ce soit dans un décor impeccable. L'après-midi, je suis allée chez ma sœur Dulcinée, comme je le faisais toujours le lundi. Je devais maintenir la routine normale pour ne pas éveiller les soupçons. « Tu es différente, Ginette », a commenté Dulcinée pendant que nous prenions un café dans sa cuisine. « Plus animée. »« Je vais bien », ai-je répondu, essayant de dissimuler. Juste un peu fatiguée. « Tu es sûre ? Tu as même l'air plus jeune aujourd'hui ?» Plus jeune. C'était drôle de voir comment avoir un but, même si c'était la vengeance, pouvait donner une nouvelle vie à une personne. Pour la première fois depuis des mois, j'avais quelque chose à faire qui allait au-delà de la cuisine, du lavage et du nettoyage. C'est la nouvelle vitamine que j'ai commencé à prendre, ai-je menti, souriant à ma sœur. Le mardi, je me suis réveillée à 5 heures du matin. Je n'arrivais plus à dormir. Bernard ronflait à mes côtés, inconscient de l'orage qui se formait autour de lui. Je me suis levée, j'ai fait un café fort et je suis restée dans la cuisine, revoyant mentalement chaque étape du plan. À 8 heures, Bernard est descendu pour le petit déjeuner. Il était plus soigné que d'habitude, cheveux coiffés avec du gel, barbe bien faite, une eau de Cologne que je ne connaissais pas. « Oh là là, comme tu sens bon », ai-je commenté. « C'est pour l'entretien ?» ?»« Oui », a-t-il répondu, évitant mon regard. « La première impression est importante, hein ? Bien sûr, bonne chance, mon amour. » Il m'a embrassé sur le front, a pris ses clés de voiture et est parti. Il n'allait évidemment pas à un entretien. Il allait retrouver Chloé quelque part avant de venir ici. À 10 heures du matin, je suis sortie de chez moi avec un grand sac. J'ai dit à la voisine que j'allais au marché et ensuite chez Dulcinée, comme je le faisais toujours le mardi. Mais en réalité, je suis allée me cacher chez Pascal. « Prête pour le grand jour ?» a-t-il demandé quand il m'a vue arriver. « Plus que prête », ai-je répondu, sentant une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Nous sommes restés à attendre chez lui, qui avait une vue parfaite sur ma maison. À 11h30, nous avons vu la voiture de Bernard se garer dans mon allée. Il est descendu seul, a ouvert la porte et est entré. « Elle n'est pas encore arrivée », a observé Pascal. « Elle va arriver. Elle est toujours ponctuelle pour ce genre de rendez-vous. » Un quart d'heure plus tard, nous avons vu Chloé marcher dans la rue. Elle portait une robe rouge moulante, des talons hauts, très apprêtés. On aurait dit qu'elle allait à une fête, pas chez un homme marié. « C'est elle », ai-je murmuré, sentant mon cœur s'accélérer. « Oui », a confirmé Pascal. La voix tendue. 15 ans de mariage, et je ne l'ai jamais vue s'habiller comme ça pour moi. Chloé a regardé autour d'elle avant d'entrer dans ma maison, s'assurant que personne ne la voyait. Quelle ironie! Elle était observée par son propre mari et par la femme de son amant. « Maintenant, on attend une demi-heure, » ai-je dit, consultant ma montre. Assez de temps pour qu'il s'installe. Ce furent les 30 minutes les plus longues de ma vie. Pascal faisait les 100 pas dans le salon, nerveux. Je faisais semblant d'être calme, mais mon cœur battait comme un tambour. « Madame Ginette, » a-t-il dit soudainement. « Et si ça ne marche pas? Et s'il ne croit pas? » « Ça va marcher, » ai-je répondu avec plus de confiance que je n'en ressentais.
la vérité finit toujours par l'emporter. À 2h30, pile, nous sommes sortis de chez Pascal. J'allais devant, il venait derrière, gardant ses distances. Le plan était simple mais efficace. J'entrerais chez moi comme je le faisais toujours, faisant semblant d'avoir oublié quelque chose. Pascal attendrait à l'extérieur jusqu'à ce que je donne le signal. J'ai ouvert la porte de ma maison avec précaution, faisant le moins de bruit possible. Je pouvais entendre des voix venant de la chambre. Des rires bas, des chuchotements intimes. Mon estomac s'est retourné, mais j'ai continué. J'ai monté les escaliers lentement, chaque marche grinçant comme si elle dénonçait ma présence. Quand je suis arrivé dans le couloir, je me suis arrêté pour respirer profondément. J'y étais de nouveau, sur le point de surprendre mon mari avec une autre femme dans mon propre lit. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'avais le contrôle. J'ai pris mon téléphone portable, j'ai appelé Pascal et j'ai murmuré « Maintenant ». Puis j'ai poussé la porte de la chambre avec force, la faisant claquer contre le mur. « Surprise !» ai-je crié, avec la voix la plus forte que j'ai pu. Ce que j'ai vu était exactement ce à quoi je m'attendais, et en même temps pire que ce que j'imaginais. Bernard et Chloé étaient dans mon lit, nus, complètement perdus l'un dans l'autre. La surprise a été si grande qu'ils n'ont même pas pu bouger pendant quelques secondes. « Ginette !» a crié Bernard, essayant de se couvrir avec le drap. « Je peux expliquer !»« Expliquer quoi ?» ai-je demandé, gardant mon calme. « Que tu es dans mon lit avec cette femme ? Ça, je le sais déjà. » Chloé avait réussi à tirer la couette pour se couvrir et me regardait avec un mélange de surprise et de colère. « Pour qui te prends-tu pour entrer ici comme ça ? Moi ? Je suis la propriétaire de cette maison. La question est, pour qui te prends-tu pour être dans mon lit ?» C'est à ce moment-là que Pascal est apparu à la porte de la chambre. Chloé l'a vue et est devenue blanche comme un linge. « Pascal ?» a-t-elle murmuré, la voix disparaissant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venu chercher ma femme, » a-t-il répondu, avec un calme effrayant. « La femme avec qui je suis marié depuis 15 ans. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Bernard regardait de moi à Pascal, essayant de comprendre ce qui se passait. Chloé semblait s'être transformée en statue. « Comment vous… » a commencé Bernard. « Comment nous nous sommes rencontrés ?» ai-je complété. « Ah, mon cher mari, nous nous sommes rencontrés parce que vous êtes tous les deux très mauvais. » Pour cacher des secrets. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai montré les photos que j'avais prises la semaine précédente. Eux sortant du motel, entrant dans des restaurants, se tenant la main sur la place. « Je sais tout », ai-je continué. « Chaque rendez-vous, chaque mensonge, chaque parole cruelle que vous avez dite sur moi et sur Pascal. » Chloé a finalement réussi à parler. « Bernard, tu as dit que tu étais séparé, que ta femme savait déjà tout. »« Il t'a menti aussi ?» a demandé Pascal, un sourire amer sur le visage. « Quelle surprise !»« Pascal, je peux expliquer. » a commencé Chloé, mais il a levé la main pour l'interrompre. « Pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, Chloé. Tout est très clair. » Bernard a essayé de sortir du lit, mais il était tellement nerveux qu'il a trébuché sur son propre pied et a failli tomber. « Ginette, écoute-moi. »« Non, » ai-je dit fermement. « Maintenant, c'est moi qui vais parler, et vous allez m'écouter jusqu'au bout. » J'ai pris une chaise et je me suis assise juste devant le lit, comme si j'allais assister à un spectacle. Pascal est resté debout à côté de moi, les bras croisés. « 42 ans, ai-je commencé, en regardant directement Bernard. 42 ans que je t'ai dédié. J'ai élevé tes enfants, j'ai entretenu ta maison, je t'ai fait vivre ces 2 dernières années, et c'est comme ça que tu me remercies. Ginette, tu ne comprends pas. Si, je comprends. Je comprends que tu es un lâche, un menteur et un profiteur. » Puis je me suis tournée vers Chloé. « Et toi, ma chère, en plus d'être une briseuse de ménage, tu es stupide. »« Comment ça ?» a-t-elle explosé, oubliant un instant la situation. « Stupide, ai-je répété calmement. Tu pensais faire le coup du siècle en te mariant avec un homme bien, hein? Dommage qu'il vive à mes crochets depuis 2 ans. » J'ai vu le visage de Chloé changer de couleur à nouveau. « Bernard, tu as dit que tu avais une entreprise. »« Il n'a pas d'entreprise du tout, » ai-je répondu à sa place. « Il est entretenu par ma retraite. Et toi, ma chérie, tu as gâché. »
15 ans de mariage pour un homme qui n'a même pas de quoi se payer un cercueil. Pascal a regardé sa femme avec une expression de pitié mélangée à du dégoût. 15 ans, Chloé. 15 ans à travailler comme un forcené pour te donner ce que je pouvais, et tu me quittes pour ça. La situation était en train de devenir hors de contrôle. Bernard essayait de s'habiller, Chloé pleurait, et je ressentais une satisfaction immense en voyant ce théâtre s'effondrer. Mais le meilleur était encore à venir. Pendant qu'ils essayèrent de s'habiller à la hâte, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai commencé à composer un numéro. Bernard m'a regardé désespéré. « Qui appelles-tu » a-t-il demandé, la voix tremblant. « Notre fille Bérangère » ai-je répondu calmement. Je pensais qu'elle aimerait participer à cette réunion de famille. « Non, Ginette, n'appelle pas, je t'en prie. »« Pourquoi pas? Elle sait déjà tout de toute façon, n'est-ce pas? Elle reçoit même son petit salaire pour garder le secret. » J'ai vu le désespoir envahir son visage. Chloé a arrêté de s'habiller et a regardé Bernard avec incrédulité. « Bérangère sait ?» a-t-elle demandé. « Ta fille est au courant de notre relation? Elle est au courant et reçoit de l'argent pour se taire. » Ai-je répondu à sa place. Un salaire payé avec ma retraite, soit dit en passant. « Allô, ma fille ?» ai-je dit quand Bérangère a répondu. « J'ai besoin que tu viennes à la maison tout de suite. C'est urgent. »« Tout ? » ?»« De suite, maman. Je travaille. »« Tout de suite, Bérangère. Et amène Lucas et les enfants avec toi. C'est une réunion de famille importante. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse protester. Ensuite, j'ai appelé mon fils aîné, Christophe, et Léa, la plus jeune. J'ai invité tout le monde à venir d'urgence chez moi. « Ginette, qu'est-ce que tu fais ?» implorait Bernard, déjà habillé, mais encore pieds nus. Je réunis la famille pour une conversation importante. Après tout le monde mérite de savoir la vérité sur le père exemplaire que tu es. Pascal observait tout en silence, mais j'ai vu un sourire d'approbation au coin de ses lèvres. Il comprenait ce que je faisais. Il ne s'agissait pas seulement d'humilier les traîtres, il s'agissait d'exposer la vérité à tous. « Ginette, je t'en prie. » Bernard a essayé de s'approcher de moi, mais Pascal a fait un pas en avant. « Je crois qu'il vaut mieux que vous restiez à distance, » a-t-il dit, la voix basse mais menaçante. Chloé était assise sur le bord du lit, complètement perdue. « C'est un cauchemar, » murmurait-elle. « Ça doit être un cauchemar. »« Pour toi, peut-être, » ai-je répondu. « Pour moi, c'est libérateur. » Un quart d'heure plus tard, Christophe est arrivé avec sa femme Sophie et leurs 2 jeunes enfants. Il a monté les escaliers en courant, inquiet à cause de mon appel désespéré. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien ?»« Je vais très bien, mon fils. Entre dans la chambre, je t'explique tout. » Quand Christophe a vu la scène, Bernard et Chloé visiblement embarrassés, Pascal présent, son visage s'est crispé. « Papa, qu'est-ce qui se passe ici ?»« Ton père peut t'expliquer, » ai-je dit, croisant les bras. « Ou tu préfères que je raconte ?» Bernard a baissé la tête, incapable de regarder son fils dans les yeux. « Christophe, Il trompait ta mère, » a dit Pascal simplement, « avec ma femme, dans leur lit. » Le silence qui a suivi a été brisé par l'arrivée de Léa qui a monté les escaliers en courant. « Maman, quelle urgence! J'étais en pleine réunion. Papa !» Une fois de plus, j'ai dû expliquer la situation. Léa a regardé Chloé avec mépris et Bernard avec une déception qui m'a même brisé le cœur. « Papa, comment as-tu pu faire ça ?» Bérangère a été la dernière à arriver. Et quand elle est entrée dans la chambre et a vu tout le monde, elle a su immédiatement qu'elle était dans le pétrin. Elle a essayé de faire semblant d'être surprise, mais je connaissais ma fille. « Bérangère » ai-je appelé, indiquant une chaise. « Assieds-toi, tu fais aussi partie de cette histoire. »« Moi ? De quoi parlez-vous » J'ai pris mon téléphone portable et j'ai montré les conversations que j'avais photographiées entre elle et Bernard. Les messages sur l'argent, sur le fait de garder le secret, sur le fait de me cacher la vérité. 200 € par mois, ai-je lu à voix haute. C'était ça, le prix de ta loyauté envers la famille. Bérangère a essayé de protester. « Maman, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Comment, ma fille? Tu as reçu de l'argent de ton père, l'argent de ma retraite, pour me trahir, pour cacher qu'il me trompait. » Christophe a regardé sa sœur avec horreur. « Bérangère, tu étais au courant et tu ne l'as pas dit à maman ?»
Je ne savais pas quoi faire. Mensonge, ai-je explosé, avec une force qui m'a moi-même surprise. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu te faisais acheter? Léa a commencé à pleurer. Comment notre famille est-elle devenue ça? Comment en sommes-nous arrivés là? Nous en sommes arrivés là parce que ton père a préféré une vie de mensonge à une vie de vérité. Ai-je répondu en sens, regardant directement Bernard. Et parce que ta sœur a préféré l'argent sale à l'honnêteté. Pascal s'est approché de Chloé, qui était toujours assise sur le lit comme une poupée cassée. « Lève-toi », lui a-t-il dit. « On s'en va. »« Pascal, attends », a-t-elle essayé de dire. « On s'en va maintenant, Chloé. Tu as déjà fait assez honte pour aujourd'hui. »« Non !» aura-t-elle crié soudainement, se levant. « Je ne pars pas. Bernard, tu as promis qu'on resterait ensemble. » Bernard a promis beaucoup de choses, ai-je dit, riant sans humour. Il m'a promis la fidélité à moi aussi, il y a 42. Hans? Mais il a dit qu'il m'aimait, que nous allions construire une vie ensemble. Avec quel argent? Ai-je demandé cruellement. Avec ma retraite? Parce que c'est ça qui fait vivre cette maison et sa vie. Chloé a regardé Bernard, comme si elle le voyait pour la première fois. Tu as menti sur tout, n'est-ce pas? Tu n'as rien. Je tais-toi, a-t-il murmuré pathétiquement. Tu ne m'as plus, a interrompu Pascal, prenant sa femme par le bras. Assez de comédie. C'est alors que Chloé a eu une crise de fureur. Elle a commencé à crier, à accuser tout le monde, à dire qu'elle ne partirait pas sans emporter quelque chose. 15 ans de ma vie, hurlait-elle. 15 ans gâchés avec toi, Pascal. Et maintenant, je découvre que j'ai tout jeté par la fenêtre pour un minable. Maman, m'a murmuré Christophe. Appelle la police. Pas besoin, mon fils. Ils vont partir maintenant. Mais Chloé était hors de contrôle. Elle a commencé à casser des choses dans la chambre, à jeter la lampe par terre, à déchirer le drap, à renverser le tiroir de la table de chevet. « Si je ne peux rien avoir, personne n'aura rien », criait-elle. C'est Pascal qui l'a retenue, avec plus de force que je n'imaginais qu'il en ait. « Ça suffit, Chloé, ça suffit !» Bernard a essayé d'intervenir. « Ne lui fais pas de mal. » De mal? Pascal l'a regardé avec incrédulité. Je devrais vous faire du mal à vous deux? 15 ans, espèce d'ordure. 15 ans que j'ai travaillé comme un condamné pour faire vivre cette vipère. Bérengère a essayé de sortir de la chambre, mais je l'ai retenue. Non, ma fille, tu restes jusqu'à la fin. Puisque tu as participé à la farce, tu vas voir. Comment elle se termine. Christophe a pris Léa dans ses bras, qui continuait de pleurer. Les petits-enfants, qui étaient restés en bas avec Sophie, ont commencé à pleurer aussi à cause du bruit. « Regardez ce que vous avez fait, ai-je crié à Bernard et Chloé. « Regardez le traumatisme que vous avez causé à cette famille. » C'est alors qu'il s'est passé quelque chose que personne n'attendait. Bernard est tombé à genoux par terre, a commencé à pleurer comme un enfant. « Ginette, pardonne-moi, » sanglotait-il. « Je me suis perdu, je ne savais pas ce que je faisais. Pardonne-moi, s'il te plaît. » Pardonner, ai-je répété, sentant une colère que je ne savais pas avoir. Pardonner 42 ans de mariage jetés à la poubelle? Pardonner que tu utilises mon argent pour entretenir ta maîtresse? Pardonner que tu corrompes notre fille? Je vais changer, je promets que je vais changer. Trop tard, Bernard, trop tard. Pascal a réussi à entraîner Chloé hors de la chambre. Elle criait encore, menaçait encore, mais elle était clairement vaincue. Avant de partir, elle s'est tournée vers moi. « Tu peux être heureuse maintenant, vieille peau. Tu peux rester avec ce déchet d'homme. »« Je ne veux rester avec aucun déchet, » ai-je répondu calmement. « Je veux ma liberté. » Après leur départ, la chambre est restée silencieuse, avec seulement le son des pleurs de Bernard. Christophe et Léa me regardaient comme s'ils ne me connaissaient pas. « Maman ?» a dit Christophe finalement. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» J'ai regardé Bernard, toujours à genoux par terre, et j'ai senti un calme étrange m'envahir. Maintenant, mon fils, je vais vivre. Et papa? Ton père va devoir apprendre à vivre seul, ou avec Bérengère, puisqu'ils ont tellement d'affinités. Financière. Bérengère a finalement réussi à parler. Maman, je peux expliquer? Pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, ma fille. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu vas devoir vivre avec les conséquences.
J'ai pris une valise que je gardais dans le placard et j'ai commencé à y jeter mes vêtements. Tout le monde me regardait sans comprendre. « Vous partez ?» a demandé Léa, effrayée. « Oui, ma fille. Cette maison n'est plus la mienne, pas après ce qui s'est passé ici. »« Mais où allez-vous » J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Quelque part où je peux être heureuse. 3 mois plus tard, je me suis réveillée avec le son des vagues se brisant sur la plage. Le soleil entrait par la fenêtre de ma petite maison à Cassis, illuminant les murs blancs que j'avais peints moi-même. Je me suis levée lentement, sans me presser, sans personne à servir. Pour la première fois en 68 ans, ma matinée était complètement à moi. J'ai fait un café simple, juste pour moi, et je me suis assise sur le petit balcon qui donnait sur la mer. Je n'arrivais toujours pas à croire que c'était ma vie maintenant. Une vie que j'avais construite avec l'argent de la vente de la maison, avec ma retraite, avec les économies que j'avais gardées pendant des décennies. Le lendemain de cette confrontation terrible, j'ai consulté un avocat. Maître Durand, un homme sérieux qui m'a écouté patiemment et n'a montré aucun jugement quand je lui ai raconté toute l'histoire. En 2 semaines, les papiers de divorce étaient prêts. Bernard a essayé de protester, a imploré, a menacé, mais j'étais décidée. « Ginette, tu ne peux pas me laisser sans rien », pleurait-il au téléphone dans les premières semaines. 42 ans de mariage. 42. « An que tu as jeté par la fenêtre », répondais-je, raccrochant ensuite. La maison a été vendue rapidement. C'était une bonne maison, bien située, et l'argent m'a donné la liberté dont j'avais besoin. Bernard a dû aller vivre avec Bérangère, qui a découvert à ses dépens ce que c'était que de faire vivre son père sans emploi. En moins d'1 mois, elle a commencé à m'appeler en pleurant, en demandant de l'aide. « Maman, papa ne quitte pas le canapé, il ne cherche pas de travail, il n'aide à rien. » Lucas commence à s'énerver. « C'est ton problème, ma fille, » répondais-je, gardant mon calme. « Tu as choisi son camp. Maintenant, tu assumes les conséquences. » Christophe et Léa ont essayé de me convaincre de ne pas quitter la ville. Ils sont venus me voir plusieurs fois, en amenant les petits-enfants, en essayant de me faire changer d'avis. « Maman, la famille est détruite, » pleurait Léa. « Vous êtes le seul pilier qui reste. » J'ai été le pilier pendant 68 ans, ma fille. Maintenant, il est temps que chacun apprenne à se tenir debout seul. Ce n'était pas facile de quitter les petits-enfants. Maxime, 7 ans, tenait ma jupe en suppliant de ne pas partir. Alice, 5 ans, m'a donné un dessin d'elle et de moi ensemble, que j'ai gardé précieusement. Mais je savais que rester, ce serait revenir au même cycle, prendre soin de tout le monde, résoudre les problèmes de tout le monde, être le soutien d'une famille qui ne se souvenait de moi que quand elle avait besoin. Pascal était venu me rendre visite 1 semaine avant mon déménagement. Lui aussi s'était séparé de Chloé et essayait de reconstruire sa vie. « Madame Ginette, vous êtes la femme la plus courageuse que je connaisse, » a-t-il dit, assis dans le salon vide de mon ancienne maison. « Je n'arrive toujours pas à partir d'ici. Je rumine ce qui s'est passé. » Pascal, vous êtes encore jeune. Vous avez beaucoup de chemin à parcourir. Ne gâchez pas votre vie à penser au passé. Et si je regrettais de ne pas avoir plus lutté pour mon mariage ? Lutter pour ce qui en vaut la peine, ai-je répondu, servant le dernier café dans cette cuisine. Une personne qui vous trompe n'en vaut pas la peine. Chloé a essayé de me contacter plusieurs fois. D'abord avec colère, me reprochant d'avoir détruit sa vie. Ensuite avec des supplications, me demandant de convaincre Pascal de lui pardonner. Enfin, en essayant le chantage affectif, en disant qu'elle n'avait nulle part où aller. Vous auriez dû y penser avant. C'est tout ce que j'ai répondu. J'ai découvert qu'elle avait dû retourner chez ses parents, dans une autre ville. Le salon d'Élodie ne voulait plus d'elle après que l'histoire se soit répandue dans le quartier. Les Lacassi, femmes du voisinage, qui l'enviaient auparavant, la méprisaient maintenant. Bien fait, pensais-je, sans ressentir aucune pitié. Aujourd'hui, en ce matin ensoleillé de samedi, je reçois un appel sur mon téléphone portable. C'est Christophe. « Allô, maman, comment vas-tu ?»« Très bien, mon fils. Je viens de me réveiller avec le bruit de la mer. »« Ça doit être très agréable ?»« Oui, c'est le cas. Et toi? Comment vont les choses ?»« Compliqué, maman. Papa habite chez nous maintenant. Bérangère n'en pouvait plus. Il boit tous les jours, ne cherche pas de travail, ne parle que de toi. »
Je sens une oppression dans ma poitrine. Mais ce n'est pas de la pitié. C'est de la colère. Même loin, Bernard essayait encore de manipuler la famille. « Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Christophe ?»« Rien, maman. Je voulais juste me confier. » Sophie commence à s'énerver de la situation. Les enfants demandent pourquoi papy est toujours triste. « Mon fils, ton père a fait ses choix. Les conséquences, moi, sont les siennes, pas les miennes. Je sais, maman. Et toi? Tu es heureuse là-bas. » Je regarde la mer par la fenêtre, je vois des pêcheurs revenir avec leurs filets, j'entends le cri des mouettes. Hier, je me suis liée d'amitié avec Madame Antoinette, ma voisine, qui m'a appris une délicieuse recette de poisson au four. Mardi, je vais commencer un cours de peinture au centre culturel de la ville. Je suis très heureuse, mon fils, plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. C'est bien, maman, tu le mérites. Après avoir raccroché, je pense à la vie que j'ai laissée derrière moi. Parfois, les petits-enfants me manquent. Christophe et Léa me manquent. Mais la routine qui consistait à prendre soin de ceux qui ne m'appréciaient pas, à entretenir ceux qui me trompaient, à être invisible dans ma propre maison ne me manque pas. Ici, à Cassis, personne ne me connaît comme l'épouse trompée ou la mère souffrante. Je suis juste Ginette, une dame qui est venue chercher la paix sur la côte. J'ai ma routine simple. Je me lève quand je veux, je mange ce que j'aime, je regarde les émissions qui m'intéressent, je lis les livres que j'ai toujours voulu lire mais je n'ai jamais eu le temps. Au supermarché, le boucher me salue toujours, avec un sourire. Au marché, la marchande de fruits sait déjà que j'aime les mangues bien mûres. À la pharmacie, le pharmacien m'appelle Madame Ginette, avec un respect sincère. Petits plaisirs qui font toute la différence. Parfois, je reçois des appels de Bérangère, toujours en larmes, toujours en train de demander de l'argent, le loyer qu'elle n'arrive pas à payer, la facture d'électricité qui est élevée, sa carte de crédit qui est dans le rouge. J'écoute, en silence, et je réponds toujours la même chose. « Ma fille, tu as choisi ton chemin quand tu as accepté de l'argent pour me trahir. Maintenant, tu dois le suivre seule. » La dernière fois qu'elle a appelé, elle était désespérée. « Maman, s'il te plaît, je n'en peux plus de faire vivre papa. Il ne fait rien, il ne fait que se plaindre, il ne fait que boire. Mon mariage est en train de se terminer à cause de ça. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Reviens, maman, on parle, on résout tout, tu peux pardonner à papa. Bérangère, tu n'as toujours pas compris? Je ne veux plus de cette vie. Je suis heureuse ici. Mais la famille s'est détruite quand vous avez choisi le mensonge au lieu de la vérité. Il y a 2 semaines, j'ai reçu une lettre recommandée. Elle provenait d'un avocat représentant Bernard. Il essayait d'annuler le divorce, affirmant que je l'avais abandonné sans motif valable. J'ai ri toute seule en lisant ça. Motif valable? L'adultère n'était pas un motif valable? J'ai appelé Maître Durand, qui s'est occupé de tout. Les preuves que j'avais étaient irréfutables. Photos, enregistrements, messages. La demande de Bernard a été rejetée en première instance. Madame Ginette, m'a dit Maître Durand, au téléphone. Votre ex-mari a même essayé de prétendre que vous l'aviez laissé dans une situation de dénuement, sans condition de survie. Et vous avez répondu quoi? Qu'un homme de 70 ans en parfaite santé physique et mentale a toutes les capacités de travailler et de subvenir à ses besoins. Et que vous avez rempli vos obligations conjugales pendant 42 ans. Aujourd'hui, alors que je prends mon café sur le balcon, une lettre arrive par la poste. Je reconnais l'écriture de Léa. Je l'ouvre avec précaution, m'attendant à un autre appel émotionnel pour que je revienne. Mais la lettre est différente. « Chère maman, je sais que tu as raison. Il m'a fallu du temps pour comprendre. Mais maintenant je vois que tu as fait ce que tu devais faire. Papa est vraiment impossible, et Bérangère récolte ce qu'elle a semé. Christophe et moi parlons de leur couper aussi l'aide financière. Nous savons que tu ne reviendras pas, et tu as raison. Nous voulions juste que tu saches que nous respectons ta décision et que nous sommes fiers de ton courage. Un jour, quand les choses se calmeront, nous aimerions te rendre visite dans ce paradis que tu as trouvé. Avec amour, Léa. » Pour la première fois depuis des mois, je pleure. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de soulagement. Mes enfants ont enfin compris. Je garde la lettre précieusement et je vais préparer mon déjeuner. Aujourd'hui, c'est poisson grillé avec des légumes,
dessert de fruits de saison, et un après-midi à lire dans le hamac du balcon. À 5 heures de l'après-midi, quand le soleil commence à se coucher, je me promène sur la plage. C'est mon moment préféré de la journée. Les touristes sont déjà partis. Il ne reste que les habitants et la mer infinie. Je rencontre Madame Antoinette, qui fait aussi sa promenade quotidienne. « Bonjour Ginette, comment s'est passée ta journée ?»« Merveilleuse Antoinette. Et la tienne ?»« Très bien. Tu as vu qu'une nouvelle famille est arrivée dans la Maison Bleue? Ils ont l'air d'être des bonnes personnes. Nous discutons des petites nouvelles du quartier, de la fête de la musique qu'ils vont organiser sur la place, de l'excursion qu'ils organisent dans la ville voisine. Vie simple, vie réelle, vie choisie par moi. Quand je rentre à la maison, je m'arrête sur le balcon et je regarde la mer une dernière fois avant d'entrer. Les vagues vont et viennent, constantes, éternelles, comme la vie qui continue toujours, indépendamment de nos drames et de nos douleurs. Bernard et Chloé peuvent garder leurs mensonges et leurs regrets. Bérangère peut garder sa culpabilité et ses conséquences. J'ai choisi la vérité, la dignité et la liberté. Et pour la première fois en 68 ans, je peux dire avec certitude: je suis complètement heureuse. Dans la cuisine de ma petite maison, avant de dormir, je prends une feuille de papier et je commence à écrire une lettre à ma sœur Dulcinée, lui racontant ma nouvelle vie. Je termine par une phrase qui résume tout. Dulcinée, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. À 68 ans, j'ai appris que le bonheur ne consiste pas à être nécessaire à tout le monde. Il consiste à être aimé par ceux qui comptent vraiment. Et la personne qui compte le plus, je l'ai découvert trop tard, c'est toujours moi. Je dors en paix, bercé par le bruit de la mer et par la certitude que j'ai fait le bon choix. Ils ont oublié que la femme la plus forte de la famille, c'était toujours moi. Maintenant, enfin, j'utilise cette force pour moi-même.